Je vous demande de bien vouloir accueillir nos nouveaux invités pour cette table ronde consacrée au thème durabilité, sobriété, société. Les acteurs du numérique doivent-ils se réinventer? Présentée comme ce matin pour l'ouverture du bal par Madame Laurence Vanin, titulaire de la première chaire dans le monde consacrée à la philosophie appliquée à la ville, la chaire philosophie, éthique et Smart City de l'Université Côte d'Azur. Avec elle seront présents quatre invités que j'invite à monter sur scène. Tout d'abord, monsieur Pierre-Jean Bengozi, directeur de recherche au CNRS à l'École Polytechnique, qui était membre à l'ARCEP et préside aujourd'hui la mission d'évaluation du plan très haut débit, une mission confiée par France Stratégie, qui est également professeur à Genève. Vous pouvez l'accueillir. Également à leur côté, monsieur Jacques Deher, président directeur général d'Acom depuis 1992, une grande entreprise qui emploie plus de 2000 salariés et qui produit notamment des câbles, des fibres optiques et plein de composants électroniques. Merci de l'accueillir chaleureusement. À leur côté, monsieur Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable, une association qui réunit tous les acteurs de la ville durable et qui monte sur scène à l'instant. Et puis, bon, nous attendons encore un dernier fauteuil qui va arriver tout de suite. Mais... Oui, on peut tout de suite accueillir quand même monsieur Thomas Fopiani, président de Scopelec, un groupe coopératif qui est un acteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire depuis 1973. Un beau groupe qui emploie également beaucoup de monde dans ce milieu de l'économie sociale et solidaire. On va peut-être, bon, ne tombez pas à la renverse. Tenez. Donc pour cette table ronde, on commence avec un tout petit peu de retard. On va devoir terminer à l'heure, je crois, puisque vous êtes pressé par le temps. Cette table ronde consacrée à ce thème que j'ai déjà évoqué durera une petite heure, du coup, jusqu'à 15h30. Peut-être un moment d'échange avec le public également à la fin. En attendant, sans plus tarder, je vous laisse prendre la parole, Madame Vanin, vous qui introduisez ce sujet. Et bonne écoute à tous les spectateurs. Merci à vous. Bien, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir sur ces questions de durabilité, société, sobriété, et puis surtout d'envisager les acteurs du numérique et penser ce qu'ils doivent faire pour se réinventer et surtout pour réinventer la Smart City et réenchanter peut-être nos territoires. Alors bien évidemment, cette question, elle est pertinente parce que j'ai autour de moi des acteurs vraiment du numérique et qui sont tous à des degrés divers, soit impliqués parce que vous êtes dans le monde industriel, le monde associatif ou le monde académique. Et il est vrai que c'est important de faire ce croisement entre ces points de vue et ces rôles qui sont différents et que les mettre en relation et en même temps mettre en lumière vos activités. Je pense que c'est un bon moyen de comprendre les grands enjeux de la durabilité, de la sobriété de la société. Alors ma première question, c'est une question qui va paraître simple, mais en même temps c'est peut-être une manie de philosophe. J'aimerais avant de passer à la durabilité, j'aimerais qu'on définisse ce que vous appelez la sobriété. Et ça vous permettra en même temps de me dire, chacun dans vos différents domaines, comment vous vous réappropriez ce terme et surtout qu'est-ce que vous en faites spécifiquement. Parce que la sobriété, on en entend un peu parler dans la société, mais pas tant que ça. Et je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur les termes pour qu'on puisse véritablement échanger. Alors écoutez, monsieur Bengozi, je me tourne vers vous, le monde académique qui va nous définir en un premier temps cette sobriété. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour représenter le monde académique avec un grand M. Je parlais autant avec ma casquette d'académique et d'économiste de l'Internet que de celle de régulateur. Ça a été rappelé, j'ai été amené à avoir des responsabilités au niveau de la régulation et encore maintenant. Je pense que sobriété, c'est une question qui est un peu particulière quand on parle de ville et quand on parle du numérique, parce qu'en fait, la question du numérique, c'est la question de l'articulation entre des infrastructures d'un côté
et des applications de l'autre. Et autant la sobriété, d'une certaine manière, l'intensité des applications, des infrastructures et la qualité des infrastructures, et on en parlera, je pense, avec les autres participants, c'est elle qui va permettre la sobriété des applications. Et on voit bien que c'est le déploiement de la fibre en particulier, ou le déploiement, y compris de réseaux mobiles tels que la 5G, avec des très hauts débits, qui permettent ensuite de penser des services, des modes d'interopérabilité entre les différentes applications, avec cette particularité aujourd'hui, c'est que les technologies qui se déploient sont des technologies qui sont finalement, j'allais dire, pour tous et pour tout. C'est des usages qui sont à la fois individuels et industriels ou publics. C'est pour tous les types d'activités, depuis l'agriculture, la santé, jusqu'à l'industrie manufacturière ou aux services publics. Et c'est dans cette capacité d'articulation, justement, de ces différents registres que se joue, je pense, en tout cas pour moi, la sobriété et l'efficacité, en tout cas, des services qu'on peut déployer. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. La sobriété, peut-être aussi qu'aujourd'hui, si on aborde ce terme, c'est qu'on commence à se poser la question sur peut-être cet excès ou cette accélération des technologies qui font qu'on est des utilisateurs sans avoir véritablement pris le recul nécessaire ou avoir le recul nécessaire sur nos usages. Et peut-être que c'est pour ça qu'on est obligé maintenant de faire intervenir ce terme dont on parlait peu il y a quelque temps. On est obligé parce que, en fait, l'efficacité des technologies du numérique, pour faire rapide, c'est elle qui provoque une très très forte appétence du public. Et je ne parle pas simplement, disons, d'applications un peu addictives que peuvent être les réseaux sociaux, la vidéo, etc. Aujourd'hui, le déploiement des infrastructures de très haut débit, des infrastructures en ville, est aussi lié au développement de la mobilité. La ville durable, c'est pas simplement une ville centre-ville, c'est une ville qui est très horizontale, donc avec un habitat qui est très dispersé, qui suppose plus de mobilité. C'est une consommation individuelle qui double quasiment tous les ans. C'est-à-dire que le volume de data qui circule sur les réseaux mobiles en particulier, il double tous les ans. Il double tous les ans, pourquoi ? Parce qu'on a des applications qui sont plus enrichies et la phase du Covid et le développement du télétravail n'a été qu'une façon d'accélérer encore. C'est la capacité qu'ont les utilisateurs de ne pas être simplement des passifs comme dans les médias classiques, la télévision, on regarde la télévision, puis c'est tout, c'est dans un sens. Avec le numérique, les applications, on a de l'upload et du download. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des contenus, mais on fait remonter des informations et dont on voit bien qu'un grand nombre des services de ville aujourd'hui s'appuient sur ce crowdsourcing ou cette capacité des utilisateurs de faire remonter des informations. Et donc, je pense que l'enjeu de la sobriété, il est là. C'est qu'à la fois, les usages se développent de façon extrêmement foisonnante, mais parce qu'ils répondent à des demandes, à des pain points, comme on pourrait dire dans le monde des startups, qui sont effectifs. J'ai envie d'éviter les embouteillages parce qu'il y a beaucoup de mobilité et je suis obligé de me déplacer, donc je vais peut-être aller voir Waze, où j'ai besoin d'avoir des données qui sont interopérables entre les réseaux de transport, les réseaux de télécom, etc. J'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de travailler et autres. Donc toutes ces applications sont extrêmement et sont de plus en plus consommatrices de données et amènent à réfléchir sur comment à la fois concilier ce foisonnement des usages et cette appétence pour une qualité de service améliorée et des modalités, des manières de fournir ces usages qui soient sobres. Bien sûr. Alors je me tourne vers vous, Jacques Dehir, parce que vous êtes dans le monde industriel, donc justement vous êtes dans la fabrication. Dans l'industrie, comment on pense aujourd'hui la sobriété, alors que je pense que la demande est croissante pour vous et que donc nécessairement cela engage de la fabrication des matières, des ressources, et on entend parler d'une planète qui vit excessivement et qui maintenant s'épuise, on en parle régulièrement. Donc comment vous positionnez-vous en tant qu'acteur de l'industrie par rapport à cela ? C'est une thématique extrêmement importante pour nous, industriels. Donc ACOM, en 2 mots, nous sommes un industriel spécialisé dans la fabrication des fils et câbles pour 2 grands domaines d'activité qui se rejoignent aujourd'hui, qui convergent aujourd'hui, qui sont les télécoms au sens large et qui sont l'automobile. Alors la sobriété, c'est très important à double titre. Titre d'industriel pour consommer, utiliser au plus juste
les matériaux nécessaires à la fabrication de nos produits. Et puis, un deuxième titre, c'est la sobriété quant à la consommation et à l'usage qui est fait, à l'usage final de notre propre produit. Et là intervient un certain nombre de facteurs exogènes. Tout d'abord, la définition des cahiers des charges. On a la chance d'avoir eu en France une autorité de régulation qui a contribué à l'élaboration des bons cahiers des charges qui ont permis à la France de construire, il faut oser le dire, je pense, le meilleur réseau télécom du monde occidental. Un réseau très haut débit qui va couvrir et dépasser son ambition première qui était de donner accès à plus de 80% de la population au très haut débit en 2022. On sait déjà aujourd'hui qu'on sera plutôt à 85%. C'est absolument exceptionnel. Cette architecture, elle a été conçue au plus juste pour avoir quelque chose de pérenne, de correctement construit, de partager et d'offrir le meilleur service aux citoyens que nous sommes. Citoyens dans l'ensemble des territoires. Donc aussi lutter contre une fracture numérique, que ce ne soit pas que des zones denses ou très denses, comme ici à Paris, région parisienne, etc., où on est très aisément connecté, mais aussi dans l'ensemble des territoires, que tout le monde puisse avoir accès à ce réseau très haut débit. Et puis l'autre angle, c'est du côté des industriels. Nous, notre métier, c'est de concevoir, de développer, de fabriquer des produits qui utilisent au plus juste la matière. Alors, on y reviendra certainement tout à l'heure sur des notions de durabilité, d'éco-conception, etc. Mais déjà, sur nos coûts de fabrication, point trop n'en faut, pas d'excès. Et puis, on a un deuxième rôle en tant qu'industriel, c'est de conseiller les utilisateurs. Et là, je m'adresserai aux villes de plus en plus connectées. On parle de smart city, de smart territoire. J'aime mieux utiliser le terme connecté ou interconnectés, eh bien, proposons et concevons des architectures qui permettent les meilleurs usages, la meilleure utilisation de ces réseaux télécoms dont l'infrastructure a été construite au plan national. Et là aussi, on essaye de penser les meilleures solutions, les plus adaptées pour répondre à ces usages. Et on a un catalogue d'offres qui est conçu exactement dans cet objectif. Donc la sobriété, c'est cela. Le sujet, c'est d'anticiper, de prévoir, d'accompagner et d'avoir un double bénéfice à la fois pour celui qui va fabriquer, celui qui va utiliser ou celui qui va consommer l'infrastructure. C'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que les territoires ne sont pas toujours à égalité dans l'esprit des gens. On pense toujours à la grande smart city et on oublierait presque que les smart villages, enfin ces territoires qui sont tout aussi importants puisqu'il y a des consommateurs, il y a quand même des habitants, il y a des gens qui s'impliquent et qui ont envie de vivre comme dans les grandes villes mais avec un autre choix de vie, peut-être plus en accord avec la nature. Et ce que vous dites est absolument intéressant de considérer de ce point de vue équitable. Mais j'aimerais venir sur un autre point parce que souvent ce qu'on a reproché, notamment avec la crise, on s'est rendu compte qu'on était toujours tributaire de fournisseurs et on se rend compte également que la matière première vient parfois de loin, vient parfois, disons carrément, nommons-les, de la Chine. Et donc on a l'impression qu'on est tributaire de ces marchés, des transports, non seulement du coût mais de la pollution que ça intègre. Et vous, en tant qu'entreprise, comment vous envisagez non seulement l'autonomie quand il y a parfois pénurie et comment vous arrivez à faire face à ça sans forcément amener une consommation excessive pour importer vos produits ou pour Alors une fois de plus, en tant qu'industriel, notre rôle, il est de concevoir des produits, de les développer, de les fabriquer et de les servir. Notre objectif, c'est d'être le plus responsable possible. Quelle réponse apportons-nous ? Deux angles. La première, dans la conception et la fabrication de nos produits, on essaye d'intégrer le plus possible verticalement un certain nombre de composants. On va faire simple, un câble, c'est un conducteur et un isolant. Eh bien, on essaye de maîtriser la filière conducteur. C'est le cuivre qu'on va travailler sur un plan métallurgique pour le tréfiler et l'amener au bon diamètre de conduction. C'est la fibre optique. Eh bien, on va partir d'un barreau de verre et puis on va fibrer ce cheveu de verre qui va transmettre un signal sur un diamètre de 9 microns. C'est aussi une autre technologie. C'est des isolants, on va mettre au point dans nos laboratoires de chimie les mélanges qui vont bien pour, avec des granulés, avec des apports et des charges différentes, mettre au point le meilleur isolant possible. Et ça, on l'intègre dans nos propres productions pour fabriquer directement le produit. Premier angle d'attaque. Le deuxième, c'est de servir nos marchés. Pour servir nos marchés, on essaye de fabriquer le plus localement possible. Prendre un exemple, du côté des télécoms, on adresse essentiellement la plaque européenne, ce qu'on appelle IMIA. On sert l'ensemble de ce marché à partir de la France.
Alors sur les télécoms, on a un point d'avance sur les autres pays voisins. C'est que comme la France s'est dotée de ce fameux réseau qui est en avance d'au moins 5-6 ans sur ses voisins, on va ensuite pouvoir utiliser notre capacité industrielle disponible pour aller servir nos voisins, pour les aider eux aussi à construire leur propre réseau. Les moyens logistiques et de transport sont tels qu'en moins de 24 heures, on est capable de livrer les produits n'importe où en Europe. Quand on accompagne l'industrie automobile, c'est une autre histoire. C'est une industrie qui est mondiale. Et là, on a des usines de production sur chacun des continents. On a des usines en Chine, on a des usines sur le continent américain, on a des usines sur le continent africain pour servir localement et essayer d'être le plus éco-responsable. C'est bien de le souligner parce qu'on n'en parle pas assez de cette proximité du produit, même si vous êtes délocalisé sur les autres continents. Donc je voulais vraiment qu'on insiste sur ce point-là. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Thomas Faupiani, parce que vous êtes un acteur du numérique. Et comment vous concevez, alors on va changer un peu de terme cette fois-ci, la durabilité. Comment vous vous inscrivez dans ce chemin, ce parcours particulier ? Alors peut-être juste avant de parler de durabilité, je reviendrai en 2 mots sur la sobriété parce que ça me semble être un peu important et finalement le rapport au temps est quelque chose qui est directement lié à comment on entend la sobriété. Voilà, je crois que de ce que je viens d'entendre, la sobriété c'est un petit peu l'art de maîtriser ou d'être finalement responsable face à une consommation de ressources, d'ailleurs quelle qu'elle soit. On pourrait très largement, on parle beaucoup de ressources naturelles en tant que telles, mais je crois que dernièrement on parle aussi de ressources humaines ou de collaborateurs ou des liens sociaux. Et puis on pourrait aussi parler de la ressource financière qui est très disponible avec les plans de relance, mais dont la manière avec laquelle on oriente ces financements influe directement sur les choix. Donc la sobriété, c'est cette maîtrise. Et puis pour nous autres industriels, la sobriété, c'est quand même des notions au plus juste, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser et garder un modèle économique qui est adapté à la fois avec le marché, avec nos clients, avec les utilisateurs finaux. Et dans ce choix de réinvestissement ou de projection future, donc d'innovation, je crois que le terme était comment on se réinvente ou doit-on se réinventer. Je crois qu'on est contraint ou forcé, on l'anticipe ou on le subit, mais on a nécessité un peu à bouger. Chez nous, en tout cas chez Scopelec, on est un industriel de service, donc on vient implémenter toutes ces solutions technologiques de l'environnement des télécommunications et des solutions numériques depuis un peu plus de 50 ans, partout sur le territoire national. Donc les enjeux de sobriété, c'est comment on peut perpétuellement s'adapter à ces modèles économiques. J'aurai l'occasion d'y revenir par rapport à la réalité quotidienne, dans une économie des télécommunications en France où c'est tout de suite, tout compris. Et immédiatement, donc on a encore une relation au temps qui est particulière, et il faut trouver un petit peu des solutions. On dit souvent qu'on est entre le marteau et l'enclume. Voilà, nous, on n'est pas des inventeurs de solutions ou de R&D sur le produit, et on n'est pas des donneurs d'ordre. Donc on verra aussi, je crois c'est un sujet autour des territoires connectés. Le numérique et la révolution numérique vient pénétrer les politiques publiques et comment justement les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, privés ou publics, ont un rôle assez fort à jouer dans cette notion de sobriété, de durabilité. Je vous interromps une seconde, je voudrais savoir, est-ce que parfois vous vous retrouvez dans une combinatoire qui vous amène face à des contradictions qui sont des vrais problèmes pour vous ? Mais on en a perpétuellement. Vous savez, la durabilité d'une solution technologique, et on parlait de régulateurs lorsqu'on n'a pas régulé ou défini certaines notions d'interopérabilité, de mutualisation, de réflexion sur la donnée publique, est-elle ouverte, jusqu'à quel niveau. On se retrouve avec de fabuleuses innovations technologiques qu'on a vu ci et là émerger dans les territoires, les smart cities, les fameuses smart cities, mais dont la réplicabilité ou la réalité moyen et long terme s'avère un petit peu être dans une impasse. Voilà, on parle beaucoup de foisonnement et je crois que c'est un peu aussi la maturité du pays. On a le plan France Très Débit qui a été aligné, diligenté et qui a permis d'aller là où on est aujourd'hui. Jacques rappelait ô combien on est un peu en avance. Je crois que sur ces enjeux d'utilisation des usages et des technologies, il faudra arriver vers ces mêmes convergences, ne pas brider les initiatives. Parce que pour y revenir à votre question, la sobriété, elle est quand même propre à chaque territoire. Chacun a des enjeux parfois écologiques, parfois la sobriété, c'est le maintien des emplois et qu'ils soient durablement dans leur territoire, sinon la ville ou la commune n'existe plus. Donc voilà, nous, c'est dans ce rôle d'intégration qu'on l'apprécie au quotidien. On a un rapport à notre activité qui est plutôt l'intervention et l'activité du service. Donc forcément, tout ce qui a trait à la mobilité, à la gestion de nos nombres d'interventions, qui est finalement une source d'inefficacité et qui amène un surcoût, qui soit financier, mais aussi un surcoût écologique, puisque l'empreinte carbone est très importante, sont vraiment nos critères les plus importants de sobriété. Après, pour revenir juste sur la durabilité, je crois qu'on a un rapport au temps qui a aussi beaucoup
finalement, et qui amène beaucoup de contradictions par rapport à ces choix d'investissement. Et c'est vrai que les structures comme les nôtres, en tout cas, voilà, Scopelec est une entreprise coopérative, donc plutôt dans une finalité long-termiste sur son ancrage territorial, je le rappelais tout à l'heure. Donc on a plutôt des choix qui sont notamment sur l'utilisation du capital, à réinvestir perpétuellement dans l'outil industriel, donc dans l'entreprise, dans les hommes qui composent l'entreprise, et une volonté à pouvoir apporter, voilà, dans la réflexion et dans les modes de contrats d'expérimentation ou modes de contrats de partenariat public-privé avec les associations et les collectivités, essayer de trouver non plus une réflexion sur la minimisation du coût unitaire des prestations qu'on délivre, mais plutôt une approche, entre guillemets, de coût total et complet sur un temps plus long. On n'est pas là pour vendre 14 fois du produit, on est là pour vendre un service qui nous permette de faire vivre nos techniciens d'intervention, nos acteurs, tout en permettant de durablement maintenir la relation avec nos clients. Donc nous, c'est plutôt ça notre approche à la sobriété, c'est d'avoir un modèle qui est au plus juste dans le choix technologique qui est fait. Et je crois qu'on a autant de territoires et de collectivités, voire même d'entreprises, pour lesquelles les préconisations sont vraiment à façon, un peu comme on conseille des solutions d'ingénierie financière à discrétion en fonction de qui on est. Je crois qu'on a vraiment ce choix et ce rôle, nous, à jouer pour que la sobriété nous dépasse. Puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur le dernier point, et ramener aussi à la filière, en fait. C'est quel est le spectre que l'on analyse lorsqu'on parle de la filière du numérique. Est-ce que c'est simplement dans les produits qu'on conçoit ou dans l'intervention qu'on l'opère, ou est-ce qu'on va s'interroger sur le bénéfice induit dans les autres filières qui sont totalement transverses en fait, au numérique, pour les gains que ça peut apporter en matière d'agriculture, de consommation phytosanitaire, de gestion des qualités de l'air ou de tous les actes de prévention. Et là, je crois qu'on pourrait là aussi avoir une vision finalement plus large de l'impact bénéfique sur ces activités-là, même si la consommation unitaire de l'usage et doit-on à tout prix utiliser les nouveaux services disponibles seront le facteur limitant de cette réalité de la sobriété. Bien sûr, puis tout ça, ça se rattache aussi à l'idée que la fabrique de l'objet ne s'arrête pas quand l'objet est terminé, qui sort de l'usine. Il y a encore toute une prise en considération d'une globalité à partir de ce qui se fait localement, et pas seulement, il y a une sorte de rebond Je crois qu'on l'avait dit, par exemple sur le smartphone ou juste sur ce vertical-là, je crois que le sujet, c'est plutôt le nombre de fois où on change de smartphone par an que réellement faire des analyses macroéconomiques ou ultra-scientifiques sur est-ce qu'on a gagné 10% ou 5% dans sa construction. Et là, on revient justement sur la question de Baudrillard. C'est pas simplement l'obsolescence de l'objet, c'est l'objet qui se démode et qui se démode vite aussi. Donc, on est dans une société qui veut consommer. Je me tourne vers vous, Sébastien Maire, parce que je trouve que c'est très intéressant tout ce qui se dit là. Et je pense que vous êtes plutôt orienté sur la durabilité et peut-être la durabilité comme moyen ou ressort d'une résilience peut-être des territoires ou quelque chose qui viendrait prendre un petit pas de côté par rapport à ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Alors, l'association France Ville Durable, qui réunit l'État avec plusieurs de ses ministères, plusieurs de ses agences opérateurs, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations, des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille et des experts, c'est justement reposer cette question de ce qu'on entendait par durabilité récemment. Qu'est-ce qu'une ville durable ? Qu'est-ce qu'un territoire durable ? Parce que c'est devenu un chapeau très large. Depuis pas mal d'années, on a des vols en avion durables, on a beaucoup de choses durables. C'est comme le principe du zéro carbone qui est utilisé à tort et à travers. Évidemment, si on ne compte pas la chaîne complète, l'analyse de cycle de vie de ce dont on parle, on peut finalement très peu parler de zéro carbone aujourd'hui. Donc l'association et l'ensemble de ses membres a rédigé un manifeste en quelques pages qui a érigé 4 fondamentaux. La sobriété, la résilience, l'inclusion et la créativité. Et je vais commencer par la sobriété puisque c'était le sujet tout à l'heure. La sobriété comme une façon de concevoir le développement de nos villes, de nos territoires, de notre économie comme étant compatible avec les limites physiques de la planète. Ce qu'on n'a jamais fait, et ce qu'on ne fait toujours pas aujourd'hui. Il y a une publication notamment de référence sur les 9 limites planétaires. C'est quoi une limite planétaire ? C'est une limite qui conditionne tout simplement l'habitabilité de la planète pour l'espèce humaine, qui rend la planète habitable, vivable ou pas pour l'espèce humaine. Alors on parle depuis le dernier rapport du GIEC beaucoup d'une des 9, qui est celle du climat.
climat. Donc on sait que c'est une limite déjà largement franchie. Il va falloir faire marche arrière. Si on revient sur le numérique apporte des solutions en la matière pour les gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, vous l'avez dit d'ailleurs, on est sur une exponentielle, consommation de data qui double tous les 2 ans, tous les ans. Aujourd'hui, le numérique, c'est déjà 2 fois plus de gaz à effet de serre que l'aviation, qui est souvent présenté en étendard de ce qu'il ne faut pas faire. Et le vrai sujet va être, faut-il le faire? Pourquoi le fait-on? Et pas parce qu'on peut le faire, il faut forcément le faire et le développer. Et donc ce que vous avez évoqué sur le sens de l'utilisation du numérique va vraiment être absolument central parce qu'aujourd'hui le bilan est assez négatif. Mais il y a d'autres limites planétaires. La biodiversité, le grand cycle de l'eau, le changement d'occupation des sols, les pollutions chimiques dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, etc. Tout ça, ce sont des limites, c'est parfaitement documenté par la science, qui font juste que l'espèce humaine ne pourra plus habiter la planète si on les franchit trop d'ici quelques décennies. On n'est pas sur les générations futures, on est sur les générations d'aujourd'hui. Et le numérique, le développement à outrance du numérique qui ne serait pas raisonné dans une logique de sobriété, de juste mesure, de calcul systématique d'analyse de cycle de vie, il en franchit pas mal d'autres. Vous savez que pour tout appareil électronique, on a besoin d'un certain nombre de minerais et terres rares. Vous avez déjà vu certainement des images des mines à ciel ouvert en Afrique ou ailleurs, on en parle beaucoup au Congo, qui ravagent les écosystèmes, qui demandent énormément d'eau pour avoir des toutes petites parties de ces minerais qui vont être nécessaires pour tous nos objets numériques. Et on ne sait pas les recycler, on ne sait pas les récupérer après, etc., etc. Donc la question, c'est vraiment la question de la mesure. Du numérique, pourquoi faire? Parce que le numérique peut aussi apporter des réponses très intéressantes sur l'efficacité, sur les économies d'énergie, sur l'amélioration de l'efficience d'un certain nombre de systèmes urbains, économiques, etc. Donc là, oui, bien sûr, dans ce cas-là, il faut utiliser le numérique. Mais une forme de religion qui dirait que le numérique est forcément vertueux quoi qu'il arrive, aujourd'hui les chiffres sont là pour montrer que non, c'est pas le cas. On l'a pas dit. Non, je ne parle pas du tout d'ici. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la, dans la population même, dans l'esprit général. Et souvent, il y a même des contradictions. On a tous des contradictions par rapport aux questions de durabilité et de limites planétaires. Souvent, on cite celle des jeunes qui manifestent pour le climat, etc., et qui sont les premiers utilisateurs du streaming, qui est une des plus grosses sources de consommation d'énergie. Ce que vous avez évoqué sur le rapport entre le coût environnemental de la fabrication versus le coût environnemental de l'utilisation, finalement, c'est toute la question. C'est toute la question. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, un smartphone, un smartphone, on l'a dit, c'est à peu près son coût énergétique. Par exemple, c'est 90% la fabrication et ça va être 10% sur l'usage. Donc, si on garde son smartphone pendant 10 ans ou pendant 15 ans, peut-être que ça vaut la peine parce que le smartphone, il va permettre, comme vous l'avez dit, de faire des économies en transport, sur des gaz à effet de serre, etc. Mais si on change son smartphone tous les ans, de fait, là, on va dépasser les limites. Donc en fait, la question n'est pas est-ce que c'est bien ou mal, la question c'est combien. Combien? Mesurons systématiquement, avant qu'un territoire ou une ville ou une entreprise décide de développer telle ou telle solution numérique, on a les outils aujourd'hui qui permettent parfaitement de bien mesurer l'analyse de cycle de vie, comme on a su le faire sur le bâtiment plutôt très bien. Ça se développe beaucoup dans le numérique. Et à chaque fois que c'est vertueux, à chaque fois qu'on peut dire que c'est vertueux, il faut évidemment le faire, puisque de toute façon, il faut trouver toutes les solutions qui seront positives pour le faire. Et je donne un dernier exemple. Sur ce sens, on évoquait ce que permet le numérique aussi en amélioration de la qualité de vie, ou plutôt de la qualité de consommation, de la logistique qui permet par exemple à un GAFAM comme Amazon d'être devenu une des entreprises les plus riches du monde avec une livraison en 24 heures, etc. Amazon, une seule entreprise, produit plus de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Portugal. Donc faut-il le faire parce qu'on peut le faire ? Peut-être aussi qu'il faut éduquer les citoyens pour qu'il y ait un changement aussi de la manière de consommer. On peut aussi s'interroger sur ce point-là. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à une étude qui a été lancée par l'ADEME ? Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ADEME dans la salle, mais il pourrait intervenir tout à l'heure. Je sais qu'il y a une étude récente sur l'économie numérique qui montre que l'émission des gaz à effet de serre
provient pour 50% des équipements. Voilà. 50%, moi j'avais 48, j'arrondis les chiffres, 50%, on m'excusera des arrondis. 50% c'est les équipements, et les autres 50%, vous avez un quart, c'est les data centers, et l'autre quart, c'est les infrastructures. Alors dans les infrastructures, oui, il y a notre câble, mais c'est un tout petit bout, mais vous avez aussi toutes les antennes, vous avez tous les satellites, etc. etc. Voilà. C'est à peu près ça les proportions. Alors nous, en tant qu'industriels, on contribue à cela. On a mis en place, il y a fort longtemps déjà, ça fait une quinzaine d'années, ce qu'on appelle autour d'une association qui rassemble tous les industriels de notre secteur pour concevoir ce qu'on appelle le PEP Éco-Passeport, qui démarre par l'analyse du cycle de vie du produit et l'intégration et la recyclabilité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un label qu'on essaye de promouvoir et que ça apparaisse de plus en plus dans les cahiers des charges. Bien évidemment. Alors, tout ce que vous dites est absolument pertinent, mais il faut quand même aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, on nous a présenté la Smart City par rapport à un scénario qui posait dans le futur une migration des populations vers les centres urbains. On nous a montré aussi qu'il y aurait de la consommation, des difficultés dans la mobilité. On nous a amené un ensemble de combinatoires de problématiques auxquelles la Smart City Ville Solutions allait éventuellement répondre. Alors, je reviens un petit peu vers vous pour poser cette question. On a posé un modèle sur le papier dans le projet Smart City qui semblait répondre à des problèmes de surpopulation, de consommation, on va dire, et de pollution. Est-ce qu'on a les moyens d'aller jusqu'au bout du concept Smart City en le poussant vraiment à l'extrême de la ville solution? Et surtout, si on pose un autre modèle, il va polluer aussi peut-être d'une autre manière. Et quelles sont les possibilités que nous avons? Parce qu'on a quand même un monde en marche avec des personnes qui veulent quand même consommer, qui veulent du numérique, et on ne va pas pouvoir trop leur dire non plus, on arrête tout et on fait marche arrière. Comment vous voyez Je vais peut-être commencer en rappelant un chiffre. Alors on a beaucoup parlé, et à juste titre, du poids des smartphones dans le coût à la fois énergétique et bilan carbone, etc. Mais les télécoms aujourd'hui, c'est 2/3 pour les marchés grand public, mais 1/3 pour les marchés entreprises. Et on continue à raisonner comme si l'essentiel du numérique, c'était le rapport individuel. Et je pense qu'une des dimensions importantes de la Smart City, c'est aussi, et des acteurs publics, c'est aussi de se réapproprier ces développements pour pousser des changements importants dans les filières industrielles, dans la structuration des espaces publics, ce qui suppose, ou ce qui appelle une interopérabilité, une interconnexion des différents réseaux. La ville durable ou la Smart City, c'est un réseau d'eau, c'est un réseau électrique, c'est un réseau de transport, c'est un réseau télécom. Et il est clair que si on a chacun de ces réseaux est dans des silos, on aura moins d'efficacité que si on arrive à les interconnecter pour définir la localisation, pour organiser les circuits de transport, l'activité industrielle, etc. Et je pense que c'est un enjeu important. Alors, le débat sur la 5G, il a été très largement biaisé par des attaques sur la 5G. Or, un des objectifs principaux de la 5G, c'était justement de viser ces marchés B2B, ces marchés industriels, et de fournir aux différents secteurs d'activité, je disais tout à l'heure, depuis l'agriculture jusqu'à la santé, jusqu'à l'industrie automobile, manufacturière, de tout type, des outils pour justement se penser plus efficace et aussi s'insérer plus efficace. Dans la ville durable, c'est aussi la capacité de gérer des sources, sauf que j'habite à côté d'une petite ville, mais de gérer des écoquartiers qui s'appuient éventuellement sur l'hydrogène pour gérer des sources d'énergie diversifiées, etc. Donc il y a toute une série d'innovations, mais qui supposent le traitement de données, le traitement de data et le traitement de l'information, c'est du numérique. Donc le numérique, c'est pas simplement le smartphone derrière lequel je vais aller écouter du streaming sur Netflix ou poster des photos sur Instagram. Et cette dimension-là, je pense, elle n'est pas du tout repensée globalement et je vais dire sérieusement dans la plupart des débats. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut quand même une certaine, bien sûr la responsabilité, mais une flexibilité pour pouvoir mettre en accord tous les acteurs du numérique. Mais derrière, il y a des questions de gouvernance. Et la gouvernance ne va pas sans un citoyen éduqué à ces questions-là.
Donc c'est quand même complexe parce qu'il y a de l'électronisme, on le sait bien, mais on a aussi des utilisateurs qui ne sont pas des imbéciles, mais qui sont des consommateurs et qui ne se posent pas toujours les questions sur la façon dont ils consomment. Et en même temps, il y a quand même derrière tout ça une opacité des systèmes. Il y a je dis une opacité parce que c'est pas compréhensible pour tous en fait. Et en même temps, il y a des questions de gouvernance. Comment je vois que vous voulez réagir. Oui, enfin, je voulais réagir justement sur ces deux sujets-là. Vous posiez deux questions en fait. La première, c'est finalement, est-ce que la vision de la Smart City, avec des définitions qui me semblent être plutôt celles d'il y a 5-10 ans et qui évoluent quasiment tous les jours. Enfin, avec Jacques, on est auprès de la filière infrastructure numérique, qui est une des dernières filières qui arrive souvent en train de discuter. Et pour vous donner juste un ordre d'idée sur la sémantique, sur l'appropriation collective, ça a commencé par être le groupe de travail que j'ai en charge autour de ce CSF, c'est la Smart City pensée par les industriels avec l'État, et ça a fini en moins de 2 ans, par être une réflexion très large et collégiale, avec plus de 150 interventions et interviews faites, avec toutes les collectivités, des citoyens, des associations, et sur le fait, je crois qu'on commence à prendre conscience que l'enjeu de territoire connecté, c'est se confronter à des limites, c'est prendre et poser des stratégies ou des politiques, et juste, je rappelle, et là en tant que chef d'entreprise, poser une stratégie ou défendre une politique, c'est l'art de renoncer en fait. C'est l'art de faire des choix. Et c'est l'art de prioriser. Et si à ça on rajoute de la métrique et de la limite, alors on est plutôt dans une phase où il faut arrêter peut-être l'expérimentation, l'innovation ou simplement la recherche de nouvelles choses. Il faut le maintenir. Mais massivement et collectivement, on doit plutôt s'éduquer, s'informer et apprendre de ce qui existe pour pouvoir transformer ça en un bénéfice qui est directement le nôtre, à l'échelle du citoyen, de l'entreprise, de l'institution ou même de l'État. Voilà. Et je crois qu'on est un peu dans cette démarche-là. C'est apprendre ensemble. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que finalement, effectivement, on en est là. J'ai volontairement donné cette définition de la Smart City qui était vieillotte, uniquement parce qu'entre-temps, on en a fait un projet marketing, que derrière le mot smart, qui est cette espèce de mot valise, plus personne ne savait à quoi s'en tenir. Et c'est vrai qu'en réalité, c'était une réponse aux problématiques humaines et environnementales qui s'annonçaient à l'horizon de nos actions. Il faut poser les valeurs au bout du chemin, il faut les contempler pour aller vers elles. Donc on en était quand même bien là. Mais derrière tout ça, on a quand même l'impression que les mots évoluent, les structures évoluent, mais il va falloir quand même derrière tout ça que les humains évoluent avec les produits et pas seulement soient façonnés par le produit. Alors peut-être, et après je lâcherai le micro, mais juste parce que par rapport à l'étude que j'évoquais qui va bientôt être publiée, je crois que déjà la conclusion, c'est là où on cherchait à définir un modèle de territoire connecté, et je crois qu'on est unanime sur le fait de dire qu'il y a des cheminements à avoir et des principes forts qui sont d'ailleurs très proches de ceux que vous évoquez sur la ville durable. Ça c'est le premier axiome qui a été, je crois, posé. Deuxièmement, en termes de gouvernance, c'est pas et plus simplement l'affaire de juste quelque chose d'extrêmement directif. Il y a bien, chacun des acteurs doit jouer son rôle. Les industriels doivent être porteurs d'innovation et aussi porteurs de transmission de ce qui existe, qui est mature et à quel usage ça apporte. L'État doit être dans son rôle, je pense, d'orchestrateur et de souveraineté nationale avec des priorités. Et puis le politique local ou l'institution et la collectivité continue à faire ce qu'il fait depuis tout le temps, c'est-à-dire la gestion de la cité et donc de répondre à ce que veulent les concitoyens locaux par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est là où je crois qu'on rentre dans une phase d'éducation et puis de responsabilité collective. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites parce que je trouve qu'on touche le nerf de ces sujets. Il est vrai qu'il y a toute cette dimension, bien sûr, du politique et de cette organisation, et ça va passer par l'éducation. Vous parliez tout à l'heure d'enquête que vous menez. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier le monde académique qui attend des finances pour pouvoir... Nous, les chercheurs, puisque je fais partie des chercheurs, on attend des financements pour pouvoir chercher pour vous. Parce que si vous êtes dans l'organisation et dans la réalisation des produits, vous n'avez peut-être pas ce temps-là. Nous sommes disponibles pour ça. Et nous cherchons tout le temps des financements. Donc venez nous trouver, parce que qui mène vos enquêtes au bout du compte? Qui réfléchit pour vous? Et comment on peut pousser plus loin les sujets? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Nous, à l'université de Nice-Côte d'Azur, on a un laboratoire, rétine, on a une chaire. On attend des financements pour être avec vous et on attend que vous veniez nous chercher. Et je pense qu'il y a plein de collègues en France, dans les universités, qui sont dans cette situation. Et deuxième point, je pense que ça va certainement aussi vous interpeller, la question, la pandémie nous a amené à un processus d'accélération
accélération énorme. Il y a 2-3 ans de ça, dans les milieux un peu figés, on ne pensait pas passer autant au numérique. Donc ça s'est accéléré d'un coup avec des multiplications de réunions Zoom, etc. Donc consommation d'énergie, etc. Bien sûr. Mais en même temps, on s'est rendu compte que l'humanité était prête à faire vite s'il le fallait. Et en même temps, on s'est posé les grandes questions. On va consommer un data center, combien ça consomme? Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Comment on se relie entre humains quand on est uniquement par des interfaces? Je pense que tout ça, ça vous fait réfléchir aussi dans cette action autour du numérique. Information coronavirus. Ah bah tiens, parlons-en. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est quand même une sacrée synchro. Hein. Ça dure presque une minute. Sacrée Alors. synchro. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais quand même attendre que ce soit fini. Hein. C'est ça, c'est Alexia qui a parlé toute seule. Il nous reste une dizaine de minutes Ok. pour cette table ronde. Je ne sais pas si vous souhaitez garder un moment pour le public aussi. Moi, je voulais juste dire, je suis vraiment très en phase avec la façon dont vous avez décrit les évolutions en cours, les enjeux, cette smart city qu'on présente plus de la même manière, cette nécessité d'éducation, de gouvernance plus large. Et puis vous avez utilisé le mot de limite, de mesure, etc. C'est ce qui nous manque beaucoup, ce qui nous a beaucoup manqué dans le début du numérique, il y a 10-15 ans, quand on est parti en pensant vraiment que c'était quelque chose qui allait forcément régler tous les problèmes, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est l'équilibre en fait, c'est retrouver l'équilibre, la juste mesure de ce qui va être vraiment utile et de regarder aussi, je voudrais faire le lien, donner un exemple sur la pandémie, sur notamment le premier confinement qui a été révélateur, vous avez raison, il a été révélateur de l'intérêt que pouvait avoir l'infrastructure numérique pour faire continuer à tourner la société quand même, y compris un certain nombre de besoins et services essentiels, hein. Heureusement qu'on avait le numérique à ce moment-là. Mais il a révélé aussi les fractures. Les enfants des quartiers politiques de la ville qui vivent dans des logements avec 3-4 frères et sœurs où il y avait 1 ou 0 ordinateur et pas d'abonnement internet si ce n'est sur les téléphones et qui devaient tous se connecter en visio en même temps à l'école, mais ils s'y connectaient pas. Les enfants des beaux quartiers où il y a 3-4 ordinateurs, une tablette, un abonnement Freebox, etc., eux, ils n'avaient pas de problème. Et donc, c'est là que, en même temps qu'on a un enjeu de retrouver un équilibre sur le numérique plutôt que de chercher systématiquement à développer plus, on a aussi l'enjeu de le développer pour tous. Et c'est là que notamment le câblage des territoires ruraux qui n'ont pas encore la fibre, etc., est peut-être plus prioritaire qu'avec les technologies actuelles, que de chercher à redévelopper des nouvelles technologies qui vont... Je rejoins aussi cette question, pas de la pause dans l'innovation, mais de la rationalisation de l'innovation par rapport au pas de temps. Au pas de temps. Parce qu'on a déjà des innovations qui sont là, mais elles ne sont pas là pour tout le monde. Et donc, si on arrivait déjà à les rendre disponibles à tout le monde et à consacrer les moyens, l'innovation, la recherche, l'énergie, à faire en sorte... Ça, c'est la ville inclusive, le 3e pilier de la durabilité. Ça doit profiter à tous. Puis une fois que tout le monde est à niveau, on pourra peut-être passer un autre cap. Le GIEC a dit qu'il restait 10 ans dans son dernier rapport pour réorienter assez massivement les trajectoires. On a déjà tout ce qu'il faut, hein. On a déjà les solutions sur la table. Oui, mais en même temps, si vous y réfléchissez, on est en train de débattre de la fibre, de la 5G, alors que certains sont déjà en train d'agiter le chiffre 6, la 6G. Donc ça veut dire que la population n'a pas véritablement le temps d'intégrer ces nouvelles technologies et de s'y habituer et d'intégrer leurs impacts, qu'on est déjà au produit suivant. Donc comment la tempérance face à l'hybris, comme on dit, la consommation à outrance, il va bien falloir y penser. Comment on fait ça? Comment on place ça, pas seulement dans l'esprit des citoyens, dans ceux aussi qui sont déjà à la course, y compris sur Mars et sur la Lune pour pouvoir être dans ces domaines-là. Comment on pense et comment on agit sur ces sujets-là. Et puis, bien évidemment, vous parlez d'inclusion. Je crois que le clivage, simplement dire dans les quartiers difficiles, c'était plus dur que dans les maisons où il y avait plus d'ordinateurs. Je pense que tout le monde a beaucoup souffert, quel que soit le lieu où l'on habitait. C'était très compliqué. On souffrait de façon différente, mais c'était difficile. Et l'inclusion numérique, on se rend compte que bien souvent, les gens ont des ordinateurs.
de manière populaire, on va dire, mais qu'on ne sait pas véritablement s'en servir. Sur ce que j'évoquais, il y a eu des études quand même, quand on est 5 enfants dans un logement suroccupé et qu'il y a 1 ou 0 ordinateur, c'est pas du tout la même chose de suivre les cours en Zoom. Je suis d'accord, mais c'est pas toujours évident non plus. Je défends pas le clivage, moi me dérange toujours un peu, mais quelque part ça veut dire aussi qu'il y a une difficulté à surmonter quand on imagine le fait que tout le monde peut avoir 1 ou plusieurs ordinateurs à la maison sans pour autant savoir se servir de l'outil, quoi. On s'en sert pour jouer. Et donc, oui, je vais peut-être revenir un peu, je ne rentrerai pas sur la 5G, mais il faut savoir que toutes les générations mobiles mettent à peu près 7-8 ans à passer. Donc on a passé de 2, 3, 4, 5, 6. Moi, ça ne me choque pas qu'on commence à parler de la 6G. C'est une évolution continue. Par contre, sur la question de la gouvernance, on voit bien sur le débat, l'enjeu principal pour moi, c'est de repenser effectivement à la fois les acteurs du numérique, mais aussi les acteurs de la ville. C'est-à-dire qu'on a parlé d'État plateforme parfois, et on a parlé d'économie de plateforme à propos du numérique, en ayant en tête les grandes plateformes, les GAFA. Aujourd'hui, le modèle de la plateforme, des plateformes, c'est des plateformes d'innovation, et c'est aussi aux villes à se repenser par leur capacité à mettre en place des infrastructures, des plateformes sur lesquelles justement des initiatives peuvent naître et peuvent être développées avec une nouvelle fonction entre à la fois des acteurs publics qui mettent en place ou mettent à disposition des infrastructures et le cadre de régulation d'utilisation de ces infrastructures, et des acteurs privés qui sont à même ou des citoyens qui sont à même de faire des propositions, d'innover et d'essayer de répondre à leurs besoins. Et la question des enjeux, on a bien vu la fracture qui était évoquée, elle était dans les villes, elle était aussi très très largement, et elle aurait pu être beaucoup plus entre ruralité et ville, hein, parce que là la question c'est même pas d'être à 5 ou 1 dans un appartement, c'est que vous pouvez être seul avec le dernier ordinateur, dernier cri, si vous n'avez pas la connectivité, vous pouvez toujours courir, hein. Exactement. Et nous, on connaît bien ça parce qu'on peut être très bien approvisionné à Nice, et dès qu'on monte dans des petits villages, pas bien loin en plus de Nice, on peut être effectivement dans une espèce de fracture comme ça qui fait qu'on peut plus se connecter. Donc c'est compliqué. Je reviens un peu vers vous parce que vous n'avez pas de micro, on vous a pas beaucoup entendu. Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, alors on va laisser un peu de place aux questions après. Mais vous, comment vous envisagez cette complexité, enfin des développements et puis l'ubérisation des services publics et le bien-être des citoyens? Parce que je pense quand même qu'autour de cette table, on a tous à l'esprit dès qu'on veut protéger l'environnement, les générations futures, et puis on veut encadrer tout ça pour qu'effectivement on aille plus vers le bonheur et un équilibre dans la société plutôt que des fractures à répétition. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Alors, beaucoup de choses derrière votre question. En tant qu'industriel, notre rôle, il est amont et aval. Notre rôle amont, évidemment, c'est d'intégrer au mieux, c'est de consommer au plus juste, c'est d'essayer de travailler sur les économies, c'est de travailler sur la recyclabilité à la fois du produit, mais aussi sur ses composants. Je vais donner un exemple, la fibre optique à base de silice, la silice chargée en germanium. Aujourd'hui, dans nos fibres optiques, on a 30 à 50% de germanium recyclé. Donc, vous voyez, on y arrive. Dans les produits, l'Internet des objets, l'objet le plus connecté demain, ce sera probablement le véhicule. Dans le véhicule, un faisceau électrique, c'est l'équipement le plus pondéreux après le moteur. Ça pèse entre 120 et 130 kilos. Repensez un câble qui vous fait économiser 20% de ça, c'est 20 à 25 kilos d'économiser sur le poids du véhicule. C'est considérable. Ça a un impact environnemental extrêmement important. Voilà, ça c'est le type d'exemple et de sujet sur lesquels on travaille. Et puis de l'autre côté, en aval, évidemment, on est tout à fait conscient de notre responsabilité sociétale. Alors, le fonctionnement de l'entreprise, coopérative, associée, engagée, participative, voilà, chez nous, c'est une réalité au quotidien. Nos salariés sont actionnaires, tous, de l'entreprise, participent à la vie de l'entreprise et ils sont engagés. L'intégration dans la société. Voilà, le 21 octobre prochain, on organise un forum chez nous, dans notre berceau industriel, au pied du Mont-Saint-Michel. On aura à la fois cette flèche pointée vers le ciel depuis des millénaires et puis
les technologies industrielles du futur et on pourra converser, échanger, travailler, réfléchir aussi avec un corner gaz à effet de serre et impact carbone. Intégration dans l'économie du futur, l'Internet des objets. Il ne s'agit pas d'aller lutter contre la science. Comme le disait Pierre-Jean, les générations de téléphonie mobile se succèdent. Pas de parano derrière ça. On travaille aussi sur la 6 et puis bientôt viendra la 7. Ce qu'il faut, c'est que tout cela soit au service du citoyen et que ce soit fait dans une logique éco-responsable. Voilà, qui n'altère pas la société, qui n'altère pas son environnement, mais au contraire, même maintenant, contribue à l'améliorer. Écoutez, je vous remercie pour ces paroles de sagesse. J'espère qu'on va mettre en pratique tout ça et que ça pourra permettre aux humains de vivre bien et de recréer ce lien dans la cité, parce que c'est quand même ce qui réenchante aussi les relations humaines. Merci à vous tous, parce que c'est vrai que le temps passe très très vite. On va laisser un peu de temps pour les questions. Vous m'avez fait signe, on est dans le timing. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez quelque chose à demander? Si vous permettez. Alors, je suis assez d'accord avec Madame Vanin, c'est ça? Oui. Vous êtes madame, non, parce que je suis arrivée en cours d'exposé. Je regardais le titre « Durabilité, sobriété, société, les acteurs du numérique doivent-ils se réinventer ?» J'aimerais d'abord, moi, mon avis, c'est qu'on aurait dû changer le titre et mettre « Les acteurs du numérique doivent-ils s'inventer ?» Parce que vous parliez tout à l'heure de fracture numérique, effectivement, pour les classes populaires, et là vous avez complètement raison. Mais vous parliez aussi de la fracture numérique entre l'humain et les acteurs du numérique. Moi, je sors d'un cyberharcèlement de haut niveau qui a failli me tuer, tout simplement, parce que quand vous passez votre temps à changer des mots de passe sur votre ordinateur, quand vous passez votre temps à appeler au secours et qu'il n'y a pas de réponse, à part peut-être cybermalveillance.gouv qui m'a quand même sauvé la vie, mais il faudra débourser de l'argent, puisque lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement, puisque c'est ça, l'enjeu, c'est pas... S'il faut se réinventer, il faut déjà s'inventer. Et s'inventer, l'objectif, c'est la sécurité numérique avant tout. Aujourd'hui, quand vous appelez votre support amélie.fr, tout le monde a un identifiant de sécurité sociale, tout le monde a un mobile, un opérateur mobile, tout le monde a une box Internet. Quand vous appelez Amélie pour leur dire, ces agents, je ne peux pas leur en vouloir, ils n'ont pas été formés à la sécurité numérique, je ne peux pas me connecter sur mon espace parce que je suis en insécurité numérique et que j'ai un problème d'authentification de mot de passe, écoutez, quand je parle de défiguration des images au service public, à tous les acteurs, que ce soit l'opérateur mobile, ils me prennent pour une dingue. Madame, est-ce que vous avez une question? Oui, ma question, c'est quand sera, que prévoyez-vous en matière de sécurité numérique et comment comptez-vous agir sur les opérateurs mobiles et box pour répondre aux problématiques du client, puisque maintenant, quand on va en boutique dans une agence de télécommunications, on ne peut pas régler ces problèmes numériques. Alors, il faut peut-être commencer par la box et par l'opérateur mobile avant de penser à l'innovation. On entend bien votre question, et il faut savoir tout ce qui était cybercriminalité et tous ces enjeux de sécurité ont été abordés ce matin dans une autre table ronde. C'était pas tout à fait notre sujet, mais peut-être parmi mes intervenants, l'un d'entre vous peut répondre spécifiquement à cette question. Je ne prévois absolument pas être opérateur, donc sur la question précise de la fin, je ne serai pas répondre, mais juste en tant qu'intégrateur, tout à l'heure on parlait de rôle d'intégration, très clairement dans les études et toutes les études qui sont menées autour je parlais de l'étude sur les territoires connectés que mène l'État, le comité stratégique de filière, donc tous les opérateurs, toutes les fédérations, et donc sur lequel on a diligenté. Très clairement, c'est les territoires connectés et la gouvernance de la donnée publique. Et sur ce second volet, tout ce qui est l'analyse d'impact, on parlait en amont fait de ces projets ou de ces programmes, et la gestion de la sécurité de la donnée est capitale. Après, sur l'intégralité des flux, et c'est peut-être là où tout à l'heure je parlais de modération entre l'innovation, les nouvelles solutions et la mise à l'échelle, le passage à l'échelle ou la mise en charge de tous ces systèmes et ces solutions, on voit bien qu'il y a un énorme virage qui a été pris sur les sujets de cybersécurité. D'ailleurs, il y a des plans qui ont été lancés au niveau du gouvernement spécifiquement sur ces points-là. En tout cas, nous, en tant qu'intégrateurs, qui est justement le côté d'intermédiation entre la solution technologique, le virtuel et la réalité de proximité avec son équipement, je pense qu'on a des évolutions et des rôles à jouer. Et les donneurs d'ordre, vous en citiez, les opérateurs en saut, les collectivités aussi, ont clairement une position à avoir sur la chaîne de valeur que l'on met. Je me permets juste cette analogie dans la filière agroalimentaire. Je crois qu'on a labellisé une norme bio
qui fait que quand on va acheter un produit bio, c'est globalement un peu plus cher qu'un produit non bio, mais qui a le mérite d'avoir en tout cas une forme de traçabilité dans ce que l'on va acheter, avec des garanties qui sont totales. C'est un petit peu, je crois, les mêmes orientations qui sont prises dans le numérique, c'est réussir à avoir ce niveau de traçabilité dans les services et de sécurisation des environnements. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Je crois. Oui, on vous écoute, monsieur. Non, vous vous retournez, mais c'est vous qui nous avez le... Voilà, très bien. Vous m'entendez ? Ouais, merci beaucoup à vous pour ces échanges très riches. En fait, ma question est simple. Il y a quelques années, durant la COP21, on commençait justement à penser sobriété, mais on avait justement du mal à se poser la question de l'optimisation de l'efficience. On n'avait pas forcément les outils. Vous avez très justement mentionné le plan France THD, qui a débuté en 2013. Et donc maintenant, 10 ans après, on arrive à un territoire plus ou moins connecté. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? On a réalisé justement qu'en 10 ans, on est en mesure de connecter un territoire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux élus, lorsqu'on parle aux administrés, on se rend compte en fait qu'ils veulent justement en fait faire ce croisement entre Smart City et ville durable, mais un cadre national parfois manque lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on y pense. Donc ma question c'est, maintenant que le plan France THD évolue, arrive justement progressivement à sa fin, quel est en fait l'avenir en fait en matière de transition numérique, en matière d'encadrement, en matière d'orientation des politiques publiques nationales? Est-ce qu'il y a un début de réflexion par rapport à ce sujet? Et si oui, est-ce que vous pourriez justement nous éclairer par rapport à ce point? Qui veut répondre? Allez-y. Peut-être dire un mot. Je pense la réponse est un peu dans ce que je disais sur la plateforme. Je ne suis pas sûr que ça soit ni à l'État ni aux villes de définir directement quelles sont les applications, etc. Bon, parce que à la fois les développements, la complexité, etc. font que les capacités que peuvent avoir les acteurs publics sont inférieures à l'intelligence de la foule, hein, comme disait un notaire célèbre. Donc pour moi, l'essentiel, c'est justement le gros du travail a été fait. Le gros du travail, ça a été justement, alors pas forcément avec le plan très haut débit en tant que tel, mais la mise à disposition de moyens, de capacités et de connexion, éventuellement de tiers-lieux, de solutions, d'interopérabilité, d'informations via l'open data, libre ensuite, enfin libre. Non, c'est aussi aux citoyens, aux entreprises, aux entrepreneurs de se saisir de ces capacités pour développer. Je pense que c'est comme ça que les choses bougeront le plus. Et on voit bien qu'un certain nombre d'applications extrêmement importantes pour la ville, je parlais en aparté tout à l'heure de Waze, mais on pourra en donner d'autres. Waze, c'est pour le transport, mais il y a d'autres pour la sécurité, pour la domotique, etc., sont aussi sur des initiatives d'entrepreneurs, y compris sur la santé et autres. Donc pour moi, le rôle de l'État aujourd'hui, des acteurs publics, hein, les villes, etc., c'est justement de réguler ce cadre pour éviter un peu les limites dont on parlait tout à l'heure, pour fournir des possibilités justement de développer des services, plus qu'un rôle d'opérateur d'applications et de services, parce que ce n'est pas leur fonction et qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. C'était le mot de la fin. Oui, merci le mot de la fin. à tous les 5. Vous pouvez applaudir les intervenants, Madame Vanin, Monsieur Bengozi, Monsieur Dehir, Monsieur Maire et Monsieur Fopiani.